this war, and we are going to win the peace that follows. Le matin du dimanche 7 décembre 1941, la marine impériale japonaise lança une attaque dévastatrice contre la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Ce coup brutal choqua le peuple américain et conduisit les États-Unis à entrer activement dans la Seconde Guerre mondiale. Mais pour comprendre pourquoi le Japon a attaqué Pearl Harbor, il faut commencer par une réalité basique et constante. Le Japon était un pays industriel en expansion, installé sur un territoire aux ressources stratégiques limitées. Cette combinaison n'explique pas à elle seule une guerre, mais explique la façon dont, pendant des décennies, la direction japonaise a interprété sa sécurité nationale. À Tokyo, il devint courant de penser que la survie du pays, son prestige et sa stabilité interne dépendaient de l'assurance de marchés, de routes maritimes et de sources de matières premières en dehors de l'archipel. À la fin du XIXe siècle, le Japon avait déjà cessé d'être un État isolé. La modernisation accélérée de la période Meiji transforma son administration, son économie et, surtout, sa capacité militaire. Le pays adopta des institutions, technologies et doctrines occidentales avec un objectif pratique: éviter d'être subordonné aux grandes puissances et, si possible, devenir l'une d'entre elles. Cette impulsion n'était pas purement idéologique. Le Japon observait la carte. Le monde se répartissait en empires, concessions, protectorats et zones d'influence. Dans ce contexte, de nombreux dirigeants japonais conclurent que l'indépendance ne se garantissait pas seulement par des frontières, elle se garantissait par le pouvoir. Cette logique se traduisit tôt par l'expansion régionale. La victoire sur la Chine lors de la guerre de 1894 à 1895 et ensuite la victoire sur la Russie en 1904 à 1905 eurent des effets décisifs. Le Japon ne gagna pas seulement des territoires et des positions stratégiques. Il gagna aussi une reconnaissance internationale et une conviction interne. Le pays pouvait rivaliser avec les puissances européennes s'il combinait industrie, discipline sociale et force militaire. La Corée passa sous contrôle japonais et fut finalement annexée en 1910. En Mandchourie, le Japon obtint des intérêts ferroviaires et une présence militaire par le biais de l'armée du Kwantung, une structure qui, avec le temps, deviendrait plus qu'un instrument, elle deviendrait un acteur politique avec son propre programme. La Première Guerre mondiale déplaça également l'échiquier en Asie. Avec les puissances européennes concentrées en Europe, le Japon profita pour élargir sa présence dans le Pacifique et en Chine, occupant des positions allemandes et consolidant des avantages. Mais le résultat de cette période fut ambigu. Le Japon se renforça, oui, mais la méfiance d'autres puissances croissait également, en particulier les États-Unis et l'Empire britannique, qui considéraient le Pacifique comme un espace vital pour le commerce, les routes maritimes et l'équilibre géopolitique. Dans les années 20, la relation du Japon avec l'ordre international se définissait en grande partie par l'équilibre naval. Pour une puissance insulaire, la marine n'était pas un luxe, elle était le système circulatoire qui reliait le pays à l'extérieur. Le Japon devait importer pétrole, fer, cuivre, caoutchouc et, de plus, exporter des produits manufacturés et maintenir l'accès au marché. Tout cela dépendait de routes sûres. Dans ce cadre, les accords navals d'après-guerre tentèrent de limiter la course aux armements, fixant des proportions de tonnage entre les principales marines. Pour le Japon, ces limitations furent vécues de manière contradictoire. D'une part, elles réduisaient la pression budgétaire et offraient une certaine stabilité. D'autre part, elles alimentaient un sentiment de traitement inégal, comme si le Japon était accepté à table, mais sur un siège plus bas. Ce sentiment avait une composante symbolique et politique. De nombreux Japonais percevaient que, malgré leur modernisation et leur victoire militaire, l'Occident continuait à les traiter comme une puissance de seconde catégorie. Parallèlement, dans la société japonaise se mêlaient des tendances, des secteurs cherchant la coopération internationale et le commerce, et des secteurs nationalistes réclamant une politique plus dure pour assurer l'espace économique et le prestige impérial. La tension entre ces lignes traversait gouvernements, presse, académies et forces armées. L'économie mondiale aggravait ce conflit. La crise de 1929 et la dépression qui s'ensuivit frappèrent le commerce mondial et poussèrent les puissances vers des politiques protectionnistes. Pour le Japon,
Cela signifiait des marchés plus fermés et une pression interne, chute des exportations, crise rurale, chômage urbain et mécontentement social. Dans cette atmosphère, l'argument militariste gagna en force. Si le monde se fermait en bloc et tarifs, le Japon devait assurer lui-même des zones d'approvisionnement et des marchés captifs. L'idée d'un bloc économique impérial, autosuffisant, commençait à sonner moins comme une ambition et plus comme une solution. Parallèlement, à l'intérieur de l'État japonais se produisait un changement institutionnel délicat. L'armée et la marine n'étaient pas de simples outils subordonnés au gouvernement civil. Elles avaient autonomie, poids politique et une forte culture corporative. En pratique, elles pouvaient conditionner les gouvernements et, en période de crise, pousser les décisions nationales dans une direction militaire. En particulier, l'armée sur le continent développa la conviction que le Japon ne pouvait pas dépendre d'un système international qui, à son avis, était volatile et contrôlé par des rivaux. La Mandchourie était le point où toutes les variables se croisaient. Elle était proche, vaste, riche en ressources et reliée à des intérêts japonais déjà établis. Pour ceux qui pensaient en termes de sécurité et d'économie, la Mandchourie était une solution géographique à la vulnérabilité insulaire. Charbon, fer, espace pour investissement, en plus d'une zone tampon face aux menaces continentales. Pour ceux qui défendaient la coopération internationale, s'étendre par la force était dangereux. Cela pouvait isoler le Japon, provoquer des sanctions et le pousser dans une escalade impossible à contrôler. Cette discussion existait, mais dans un pays où la légitimité des forces armées était élevée et le climat politique se durcissait, la balance commença à pencher. Le point de rupture immédiat fut un incident local qui se transforma en tournant stratégique national. Le 18 septembre 1931 eut lieu l'incident de Mukden, une explosion sur la voie ferrée du sud de la Mandchourie qui servit de prétexte aux forces japonaises pour avancer et prendre le contrôle de la région Mandchourie et la rupture avec l'ordre international. À l'automne 1931, la Mandchourie est devenue le laboratoire d'une nouvelle forme d'expansion japonaise. Il ne s'agissait pas seulement d'occuper une région. Il s'agissait de transformer cette occupation en un système politique et économique stable, présentable au monde et utile pour les objectifs stratégiques de l'Empire. L'idée était double. Premièrement, assurer une base continentale qui réduirait la vulnérabilité d'un pays insulaire dépendant des importations. Deuxièmement, démontrer que le Japon pouvait modeler le nord-est de l'Asie à sa convenance sans demander la permission aux puissances occidentales. La séquence fut rapide. Après Mukden, les forces japonaises consolidèrent le contrôle des villes, des nœuds ferroviaires et des centres administratifs. À court terme, cela offrait des avantages clairs. Protection des investissements, domination des lignes de transport et un périmètre de sécurité plus profond contre d'éventuelles pressions de la Chine ou de l'Union soviétique. Mais le coût était tout aussi évident. Le Japon violait les principes de l'ordre international d'après-guerre, en particulier l'idée d'intégrité territoriale et de résolution diplomatique des conflits, à un moment où des mécanismes multilatéraux existaient pour gérer les conflits. Le problème pour Tokyo était que la Mandchourie ne pouvait pas se soutenir uniquement avec des garnisons. Il fallait créer une entité politique qui normalise l'occupation. Cette étape se matérialisa en 1932 avec la proclamation de Manchukuo, un État que le Japon présentait comme indépendant, mais qui fonctionnait en pratique sous tutelle japonaise. L'installation de Puyi, le dernier empereur Qing, comme figure centrale fut un coup soigneusement calculé. Elle visait à donner une légitimité historique à une construction politique née de la force. Le message vers l'extérieur était que le Japon ne conquiert pas. Il ordonne et stabilise une région prétendument chaotique. Ce récit s'inscrivait dans une justification récurrente des discours officiels et militaires. Le Japon se présentait comme une puissance modernisatrice et garante de la stabilité face à ce qu'il décrivait comme la corruption interne chinoise, le banditisme, la fragmentation régionale et la menace communiste. La Mandchourie était représentée comme un espace où l'autorité centrale chinoise était faible et où, par conséquent, l'intervention japonaise pouvait être vendue comme défensive et civilisatrice. En termes pratiques, ce récit tentait de dissimuler un fait. Le Japon créait un satellite conçu pour servir sa sécurité et son économie. L'effet interne de Manchukuo fut énorme.
L'opération en Mandchourie devint une preuve que les militaires pouvaient agir, obtenir des résultats et ensuite obliger la politique à s'aligner. Le succès initial renforça la culture du fait accompli. Si une action militaire atteignait ses objectifs et générait un soutien populaire, le système politique avait tendance à l'absorber comme un nouveau point de départ et non comme un écart à corriger. Dans une société frappée par la crise économique, l'expansion offrait également un récit de fierté nationale et de sortie vers le continent qui était attractif pour les secteurs urbains et surtout pour la propagande. Pendant ce temps, la réaction internationale fut un avant-goût de ce qui se produirait une décennie plus tard. L'ordre d'après-guerre avait créé des institutions pour répondre à ce type de crise, la principale étant la Société des Nations. La Chine fit appel à cet organisme. Le Japon, pour sa part, soutint que son action était légitime pour des raisons de sécurité et que Manchukuo représentait l'autodétermination régionale. Mais le différend n'était pas seulement juridique, il était stratégique. La question était de savoir si la Société des Nations pouvait freiner une puissance déterminée à changer la carte de l'Asie. L'enquête internationale finit par cristalliser dans un rapport qui rejetait la légitimité du nouvel État et mettait en question le récit japonais d'autodétermination. Pour Tokyo, cela fut interprété comme une humiliation et, pire encore, comme un signe que le monde était structuré pour bloquer ses aspirations. La réponse japonaise ne fut pas de reculer, elle fut de rompre. En 1933, le Japon se retira de la Société des Nations. Ce geste eut une valeur politique qui allait au-delà de la diplomatie. Le Japon disait qu'il n'accepterait pas un ordre international qui, à son avis, protégeait les intérêts occidentaux et limitait la marge de manœuvre japonaise dans sa propre région. Cette rupture eut des conséquences cumulatives. Premièrement, elle approfondit l'isolement du Japon au sein du système multilatéral. Deuxièmement, elle renforça l'idée que les sanctions morales ou diplomatiques n'aurait pas d'effet réel si le Japon agissait rapidement et avec détermination. Troisièmement, elle alimenta un sentiment d'encerclement. Si l'Occident condamnait l'expansion et contrôlait en même temps les marchés et les routes maritimes, alors le Japon devait se préparer à un futur où l'accès aux ressources pourrait être coupé par la pression extérieure. La Mandchourie consolida également une logique économique concrète. La région offrait des matières premières et des possibilités industrielles dont le Japon avait besoin. Selon les plans japonais, Manchukuo devait se transformer en un engrenage, fournir des ressources, absorber les investissements, accueillir les infrastructures et servir de base à un développement lourd qui compléterait l'industrie métropolitaine. Cette vision était particulièrement attractive pour ceux qui pensaient la guerre moderne en termes industriels. L'expérience de la Première Guerre mondiale et des guerres suivantes avait montré que les conflits ne se gagnaient plus uniquement par la discipline ou la tactique. Ils se gagnaient avec l'acier, les combustibles, la production de masse et le transport. La Mandchourie, dans ce schéma, était une réserve stratégique, mais il y avait une contradiction centrale. La construction de Manchukuo ne résolvait pas le problème chinois, elle l'ouvrait. La Chine n'accepta pas la perte de la Mandchourie comme un fait irréversible. La pression nationaliste augmenta, la légitimité de la résistance croissait, et le Japon se retrouva pris dans une dynamique où chaque pas pour consolider sa nouvelle position provoquait des réactions politiques et militaires de l'autre côté. Au lieu de stabiliser la région, l'occupation introduisit un conflit de longue durée, avec des frictions constantes, des sabotages, des tensions frontalières et une escalade devenue difficile à arrêter sans admettre la défaite. À Tokyo, certains secteurs comprenaient le risque. La Mandchourie pouvait devenir un piège exigeant toujours plus de ressources, plus de troupes et plus d'engagement, sans garantir la sécurité. Cependant, le poids institutionnel de l'armée, le prestige acquis par l'opération et le climat politique de l'époque poussaient dans le sens opposé. Céder était politiquement coûteux. Insister semblait, au moins pour un temps, être la seule manière de donner un sens à l'expansion. La Chine comme guerre longue, usure, coût et impasse. Entre 1933 et 1937, le Japon a consolidé ses positions dans le nord de la Chine et autour de la Mandchourie par le biais d'accords coercitifs, de pression militaire et de la création de zones d'influence. La stratégie n'était pas encore de conquérir toute la Chine. Il s'agissait d'assurer une ceinture continentale qui protégerait le Manchukuo, élargirait le contrôle économique et affaiblirait la capacité du gouvernement chinois à résister.
Mais la logique interne de cette stratégie conduisait à un problème. Chaque zone assurée nécessitait une présence militaire. Et cette présence, à son tour, générait une résistance locale qui justifiait davantage de déploiement. C'était un cercle. Le point de rupture est survenu en juillet 1937 avec l'incident du pont Marco Polo, près de Pékin. L'épisode a commencé comme un affrontement tactique, manœuvre, un soldat disparu, demande d'accès, échange de tirs. Cependant, l'importance historique ne réside pas dans l'origine exacte de l'incident, mais dans ce qui s'est passé ensuite. Au lieu d'être contenu, il est devenu une escalade ouverte. En quelques semaines, le conflit a cessé d'être une dispute localisée et s'est transformé en la Seconde Guerre sino-japonaise, une guerre à grande échelle. Le Japon a lancé les opérations avec une supériorité militaire et la confiance en une victoire rapide. Cette confiance reposait sur plusieurs prémices. Que la Chine était politiquement fragmentée, que son armée était moins bien équipée, que sa logistique était faible et que la pression militaire japonaise forcerait à la négociation. L'attente était qu'un coup décisif suffirait à briser la volonté du gouvernement chinois et à obtenir des concessions permanentes. Mais cette attente s'est révélée erronée. La Chine, sous la direction du gouvernement nationaliste, a interprété la guerre comme une question existentielle et, au lieu de s'effondrer, a réorganisé sa résistance. En même temps, la géographie chinoise et la profondeur territoriale ont joué en faveur du défenseur. Même en perdant des villes, la Chine pouvait reculer, transférer des centres administratifs et maintenir la continuité de l'État. Le Japon pouvait capturer des ports et des capitales régionales, mais cela ne signifiait pas dominer un pays immense ni contrôler son intérieur. En 1937, le Japon a pris Pékin et Tianjin, puis a avancé vers Shanghai, l'un des centres économiques et symboliques les plus importants. La bataille de Shanghai a été un affrontement énorme, prolongé et coûteux, qui a réfuté l'idée d'une victoire sans usure. Pour le Japon, c'était un signe que la Chine était prête à payer un prix très élevé. Pour la direction japonaise, cela a eu aussi un effet psychologique. Si la Chine résistait même dans un centre urbain clé, la guerre ne serait pas courte. L'avancée vers Nankin et sa capture à la fin de 1937 ont consolidé le contrôle japonais sur des zones stratégiques, mais n'ont pas résolu le conflit. Au contraire, la guerre s'est durcie et le contrôle japonais est devenu un contrôle sur les corridors, les villes et les voies ferrées, plus que sur le territoire dans son ensemble. À l'intérieur, les lignes d'approvisionnement se sont allongées. Et sur le plan politique, l'occupation n'a pas généré un gouvernement chinois collaborationniste capable de pacifier le pays avec une légitimité suffisante. Le Japon a tenté de créer des administrations alliées, mais ces structures dépendaient de la présence militaire japonaise et ne remplaçaient pas l'État chinois comme centre de loyauté. À mesure que 1938 avançait, le Japon gagnait du terrain, capturant Wuhan après une longue campagne et consolidant une bande côtière et fluviale clé. Mais chaque victoire amplifiait un problème. Plus de territoires occupés signifiait plus de troupes nécessaires pour le maintenir, ce qui immobilisait les forces dans des tâches de garnison. Parallèlement, le type de guerre a commencé à changer. Guérillas, sabotage, attaques sur les lignes d'approvisionnement, harcèlement permanent. C'était un conflit qui drainait des ressources et n'offrait pas de moment final clair. Cette usure avait un coût économique croissant. Le Japon soutenait une guerre prolongée avec une consommation énorme de matériel, munitions, carburant, navires marchands, pièces de rechange, acier. Pour un pays dépendant du commerce extérieur, la guerre en Chine était, dès le début, un pari dangereux. L'effort de guerre pesait sur la balance des paiements, augmentait les dépenses de l'État et obligeait à gérer des ressources limitées. Le Japon pouvait produire beaucoup, mais avait besoin d'importer des intrants vitaux pour cette production. Le problème du carburant était central. La guerre moderne, surtout pour une puissance qui prétendait opérer avec marine et aviation, dépendait du pétrole. Le Japon n'avait pas d'autosuffisance pétrolière sur son territoire. Son industrie, sa marine et son aviation dépendaient des importations. Pendant que le Japon combattait en Chine, sa dépendance à un flux extérieur augmentait. Flux qui, en fin de compte, pouvait être interrompu par des décisions politiques des puissances maritimes, notamment les États-Unis et l'Empire britannique. À ce stade apparaît le lien direct avec Pearl Harbor. La guerre en Chine a créé un dilemme stratégique. Le Japon ne voulait pas abandonner la Chine, car cela signifierait reconnaître des limites et perdre le prestige impérial.
Mais continuer signifiait consommer des ressources que le Japon ne contrôlait pas, et donc dépendre de la tolérance de puissance qui commençait à voir le Japon comme une menace. Plus la guerre se prolongeait, plus la position japonaise devenait fragile face aux sanctions et aux pressions extérieures. Sur le plan diplomatique, le Japon a commencé à entrer en collision avec l'opinion et les intérêts occidentaux. Les États-Unis, sans être encore en guerre, observaient avec inquiétude l'expansion japonaise. L'administration américaine ne considérait pas le conflit comme une simple guerre régionale. Elle l'interprétait comme une attaque au principe des portes ouvertes en Chine et comme une menace pour la stabilité de l'Asie orientale. De plus, la brutalité de l'occupation et les nouvelles circulant dans la presse internationale ont durci la perception publique en Occident et accru la disposition politique à exercer des pressions économiques sur le Japon. La réponse américaine à ce stade n'a pas été la guerre, mais une politique graduelle de restriction, d'assistance limitée à la Chine et de signes de désapprobation. Pour le Japon, ces signaux pouvaient être interprétés de deux manières, comme un avertissement que son expansion avait des limites imposées de l'extérieur ou comme la preuve que l'Occident voulait freiner sa consolidation impériale. Dans les deux cas, le résultat était le même. Se formait une relation structurellement conflictuelle entre le Japon et les États-Unis. L'Europe en guerre et l'opportunité stratégique, l'Indochine et le virage vers le sud. En septembre 1939, lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne et que la guerre a commencé en Europe, l'impact en Asie n'a pas été immédiat sur le plan militaire, mais il a été immédiat sur le plan stratégique. Les puissances coloniales européennes, qui dominaient de vastes zones d'Asie du Sud-Est, se sont soudainement retrouvées absorbées par un conflit existentiel sur leur propre continent. La France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui maintenaient des empires en Asie par le biais de garnisons, de commerce et de prestige, commençaient à montrer des fissures. Pour le Japon, ce scénario a ouvert une question qui allait définir sa politique étrangère. Si les puissances européennes étaient affaiblies, était-ce le moment de sécuriser par la force les régions contenant pétrole, caoutchouc, étain et autres matières premières dont le Japon avait besoin pour soutenir la guerre en Chine et son propre développement industriel? Jusqu'à ce moment, l'expansion japonaise s'était concentrée principalement sur le continent asiatique, avec l'axe Mandchourie, nord de la Chine, côte chinoise. Mais le problème du carburant et de l'autosuffisance impériale n'était pas résolu avec la Mandchourie ni avec la Chine occupée. Même en contrôlant des zones importantes, le Japon dépendait toujours de l'étranger pour des ressources critiques, en particulier le pétrole. La guerre en Chine consommait d'énormes quantités de carburant et de matériel. Et l'océan, avec ses routes commerciales, était un rappel constant de vulnérabilité. Si l'accès aux importations était coupé, la machine militaire japonaise ne pourrait pas maintenir des opérations à rythme élevé pendant longtemps. Dans ce contexte, a pris de l'ampleur la soi-disant orientation vers le sud, une ligne stratégique qui considérait l'Asie du Sud-Est et les colonies européennes comme l'espace naturel pour construire un bloc économique autosuffisant sous contrôle japonais. La logique était froide et opérationnelle. L'Asie du Sud-Est offrait du pétrole dans les Indes orientales néerlandaises, du caoutchouc en Malaisie, de l'étain et d'autres ressources. Contrôler cet arc signifiait réduire la dépendance aux importations en provenance des États-Unis et d'autres fournisseurs pouvant imposer des conditions politiques. Pour les décideurs à Tokyo, l'argument était que le Japon ne cherchait pas à s'étendre pour un prestige vide, mais par nécessité matérielle. Mais cette nécessité allait rapidement se transformer en justification pour une escalade plus importante. L'année 1940 a été décisive car la guerre en Europe a brusquement modifié l'équation. La chute de la France face à l'Allemagne, en juin, a laissé le gouvernement français dans une position affaiblie et avec une capacité limitée à défendre son empire colonial. L'Indochine française, qui comprenait des territoires stratégiques par leur emplacement et leur infrastructure, est devenue vulnérable aux pressions. Pour le Japon, l'Indochine était précieuse pour plusieurs raisons. Elle se trouvait près du sud de la Chine, servait de plateforme pour couper les routes d'approvisionnement aux nationalistes chinois et, en même temps, constituait une porte d'entrée vers l'Asie du Sud-Est. Ce n'était pas encore la principale récompense pétrolière, mais c'était une étape clé sur la route pour l'obtenir. Le Japon a exercé des pressions pour obtenir des concessions militaires et logistiques en Indochine. L'objectif immédiat était d'interrompre le flux de fournitures vers la Chine et de renforcer la stratégie continentale. Cependant, le résultat réel a été plus large.
Le Japon étendait sa présence dans une zone que les puissances occidentales considéraient comme faisant partie de l'équilibre colonial du Pacifique. Chaque mouvement japonais vers le sud était interprété par Washington, Londres et d'autres capitales comme un pas de plus vers la domination régionale. La différence d'interprétation était profonde. Tokyo pouvait le décrire comme une mesure nécessaire pour fermer le front chinois. L'Occident le voyait comme une menace directe pour les routes, les colonies et les principes commerciaux. Parallèlement, le lien entre le Japon et l'Allemagne s'est renforcé. La coopération ne signifiait pas subordination japonaise à Berlin ni adoption automatique des objectifs européens, mais impliquait un alignement politique qui augmentait la méfiance occidentale. En 1940, une alliance avec l'Allemagne et l'Italie a été officialisée, projetant l'image d'un bloc révisionniste mondial. Pour le Japon, cette alliance offrait des avantages: dissuasion psychologique, coordination diplomatique et manière de se présenter comme une puissance capable de défier l'ordre établi. Mais elle avait aussi un coût. Elle rapprochait le Japon de la catégorie d'ennemis potentiels des États-Unis, même si Tokyo tentait d'éviter un affrontement direct. Ce virage vers le sud et cet alignement politique se sont développés dans un scénario où le Japon était déjà engagé en Chine. Il est important de comprendre que le Japon n'a pas pris de décision propre entre la Chine et le Pacifique. Il a essayé de soutenir les deux directions et cette simultanéité multipliait les risques. La guerre en Chine restait irrésolue, absorbant troupes et ressources. Parallèlement, s'étendre vers le sud impliquait de nouvelles obligations militaires, de nouvelles lignes d'approvisionnement et le danger de déclencher une réaction économique et navale des États-Unis. La politique américaine à cette étape a commencé à se durcir. Washington observait trois faits liés. Le Japon menait une guerre d'occupation en Chine, avançait sur des zones coloniales européennes affaiblies et s'alignait avec des puissances en guerre avec les alliés en Europe. Dans ce cadre, les États-Unis ont commencé à considérer les outils de pression économique comme un moyen d'arrêter l'expansion japonaise, sans entrer encore en guerre. Le pouvoir américain dans ce domaine était particulièrement fort, car le Japon dépendait largement des importations, et les États-Unis étaient une source principale d'intrants stratégiques, y compris le pétrole et la ferraille métallique. Pour Tokyo, l'effet de cette pression n'était pas seulement économique, il était psychologique et doctrinal. Chaque restriction américaine renforçait l'idée que le Japon était encerclé. Cette perception d'encerclement ne venait pas seulement de la propagande, elle se nourrissait d'une réalité matérielle. Le Japon étendait son empire et plus il l'étendait, plus il dépendait de routes maritimes et d'approvisionnements pouvant être interrompus. Les planificateurs japonais regardèrent la carte et arrivaient à une conclusion inquiétante. Si le Japon avançait vers le sud, tôt ou tard, il se heurterait aux intérêts américains. Et si les États-Unis décidaient de couper le flux de pétrole, le Japon aurait une limite temporelle pour maintenir les opérations. En 1940, il existait encore des alternatives diplomatiques et des marges de négociation. Le Japon pouvait, en théorie, réduire l'intensité de la guerre en Chine, modérer son expansion vers le sud et maintenir des relations commerciales suffisantes pour éviter une coupure totale des ressources. Mais ces options se heurtaient à la politique intérieure et à la logique du prestige impérial. Abandonner les objectifs en Chine pouvait être interprété comme une défaite. Freiner l'avancée vers le sud pouvait être vu comme renoncer à l'autosuffisance. De plus, l'appareil militaire avait une influence énorme sur la prise de décision et voyait avec méfiance tout signe de recul. Sanctions, embargo et pétrole. L'horloge économique et militaire commence à tourner. Au début des années 1940, la capacité militaire du Japon ne dépendait plus seulement de ses chantiers navals, de ses arsenaux ou de la discipline de ses forces. Elle dépendait d'une variable plus silencieuse et plus décisive, l'accès stable aux matières premières importées, en particulier le pétrole. En pratique, cela signifiait que la stratégie japonaise était liée à la volonté des puissances qui contrôlaient le commerce mondial et les approvisionnements. Et parmi ces puissances, aucune n'était aussi importante que les États-Unis. Le durcissement américain ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a été progressif, calculé et au début encore réversible. Washington cherchait à exercer une pression sur le Japon pour freiner son expansion sans entrer en guerre. Mais l'outil de pression économique avait un problème inhérent. Plus il était efficace, plus il poussait le Japon vers une décision extrême. La logique était simple. Si le Japon acceptait la pression et reculait,
Il éviterait la guerre mais paierait un coût politique énorme en prestige impérial et en stabilité interne. S'il refusait la pression, il devait s'assurer par la force des ressources qu'il ne pourrait plus obtenir par le commerce. Le point de bascule était le pétrole. En 1940, les États-Unis ont commencé à restreindre l'exportation de matériaux stratégiques vers le Japon. Parmi eux, les ferrailles et certains intrants industriels clés. Ces mesures avaient un double objectif: affaiblir la capacité du Japon à soutenir sa guerre et envoyer un signal politique indiquant que l'expansion ne serait pas tolérée indéfiniment. Depuis Tokyo, cependant, les restrictions ont été interprétées comme une attaque indirecte contre la souveraineté japonaise. Cela n'était pas perçu comme une discussion commerciale, mais comme une tentative de forcer une décision: abandonner la Chine et renoncer au projet impérial ou faire face à des conséquences croissantes. Le problème pour le Japon était que la guerre en Chine, loin de se stabiliser, exigeait un flux constant de ressources. Militairement, le Japon pouvait contrôler des zones urbaines, des lignes ferroviaires et des zones côtières, mais soutenir cette occupation signifiait carburant, transport, pièces de rechange et logistique permanente. De plus, la guerre aérienne et navale était, par définition, intensive en pétrole. Et la marine japonaise, fierté stratégique du pays, était une machine sophistiquée dont l'autonomie réelle dépendait des réservoirs pleins. À mesure que les restrictions se multipliaient, le Japon a accéléré ses plans d'accumulation. Stocker du pétrole et des matériaux était une mesure rationnelle, mais c'était aussi une confession. Le Japon admettait que l'approvisionnement pouvait être interrompu. Et si cela était admis, la planification stratégique changeait. Il ne s'agissait plus seulement de « comment gagner en Chine » ou comment s'étendre vers le sud, mais de combien de temps l'Empire peut-il survivre si le robinet est fermé. Cette question, une fois installée au sommet politique et militaire, réorganise les priorités. Le débat cesse d'être idéologique et devient arithmétique. En 1941, la situation s'est aggravée à cause de l'Indochine. Le Japon avait déjà exercé des pressions et obtenu un accès dans le nord de l'Indochine en 1940. Mais le mouvement crucial fut l'expansion vers le sud de l'Indochine en 1941. Cette expansion avait du sens pour le Japon pour des raisons opérationnelles: se positionner plus près des routes et des objectifs du sud-est asiatique, améliorer la capacité de blocage sur la Chine et préparer des options militaires. Mais du point de vue américain, c'était un saut qualitatif. Il ne s'agissait pas seulement de continuer une guerre en Chine, il s'agissait de se placer à la porte des colonies riches en ressources du sud-est asiatique. C'est là que le conflit est entré dans une phase critique. Les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont répondu en gelant les actifs japonais et en durcissant les restrictions commerciales. Ce n'était pas encore un combat, mais c'était une forme de guerre économique. Pour le Japon, geler les actifs et limiter le commerce équivalait à imposer une limite directe à sa capacité de financer les importations et de maintenir le fonctionnement normal de son économie et de sa machine militaire. L'élément le plus déterminant était le pétrole. Le Japon importait une grande partie de son carburant et un pourcentage central provenait de fournisseurs directement ou indirectement liés à la capacité américaine d'exportation et de contrôle maritime. Lorsque l'exportation de pétrole est devenue incertaine ou a été effectivement restreinte, la situation s'est transformée en compte à rebours. Ce n'était pas un problème de semaines sur le front chinois. C'était un problème de mois pour la marine, l'aviation et l'économie industrielle. À ce stade, la direction japonaise a été confrontée à une contradiction difficile à résoudre par la diplomatie classique. Pour que les États-Unis relâchent la pression, le Japon devait offrir des concessions substantielles, freiner l'expansion, se retirer de certaines positions et, surtout, changer de cap en Chine. Mais pour le Japon, abandonner ou réduire visiblement son engagement en Chine signifiait admettre que des années de guerre, des vies et des ressources n'avaient pas atteint l'objectif. Cela impliquait également un risque interne. Le prestige de l'armée et la crédibilité de l'État pouvaient être endommagés, alimentant des crises politiques et même de la violence interne. Dans un système où l'influence militaire était forte et le climat politique se durcissait, reculer n'était pas une option technique. C'était une menace pour l'équilibre interne. Ainsi, l'embargo et les sanctions n'ont pas seulement réduit les ressources, ils ont enfermé la prise de décision. Le Japon avait, en termes généraux, deux chemins, tous deux coûteux.
L'un consistait à accepter les conditions américaines, réduire ou mettre fin à son expansion et, ce faisant, récupérer l'accès au commerce et au pétrole. L'autre consistait à s'assurer par la force un espace autosuffisant en Asie du Sud-Est, en capturant les régions riches en ressources, en particulier le pétrole, puis à maintenir ce nouvel ordre par la puissance navale et militaire. La deuxième voie impliquait nécessairement un problème majeur. Pour conquérir et maintenir l'Asie du Sud-Est, le Japon devait assumer que les États-Unis réagiraient. Et si les États-Unis réagissaient, la principale menace n'était pas une bataille terrestre en Chine, mais la flotte américaine du Pacifique. Même si le Japon parvenait à capturer des ressources en Asie du Sud-Est, il devait encore les transporter vers les îles japonaises via des routes maritimes longues et vulnérables. Cela nécessitait une supériorité navale ou, à tout le moins, la capacité de nier la mer à l'adversaire. En d'autres termes, capturer du pétrole au sud ne résolvait le problème que si le Japon pouvait empêcher les États-Unis de le bloquer en mer. En 1941, le pétrole est devenu l'argument le plus persuasif au sein de la direction japonaise. Pas parce que tout le monde voulait la guerre, mais parce que le temps de décision se réduisait. Chaque mois sans accord signifiait moins de carburant disponible pour les entraînements, les déploiements et les opérations. Et une armée ou une marine qui cesse de s'entraîner et d'opérer normalement se dégrade. Dans une mentalité militaire, laisser la force se dégrader par manque de carburant pendant les négociations équivaut à accepter une future défaite. C'est pourquoi le débat japonais a commencé à se réorganiser autour d'une question concrète. S'il n'y a pas d'accord, quand convient-il d'agir ? La réponse, selon la logique militaire, était inquiétante. Plutôt mieux avant que les réserves ne s'épuisent, avant que l'adversaire ne soit complètement prêt, avant que la pression économique transforme le temps en ennemi. Cette logique ne garantissait pas la victoire, mais offrait un sentiment de contrôle, choisir le moment du conflit, ne pas attendre que le conflit arrive lorsque le Japon est plus faible. Les États-Unis, de leur côté, interprétaient leur propre pression comme une forme de dissuasion. On s'attendait à ce que le Japon, face au coût économique, reconsidère son expansion. Mais la pression pouvait aussi produire l'effet inverse, convaincre le Japon que la négociation ne mènerait qu'à davantage d'exigences et que l'objectif réel de Washington était de freiner définitivement le Japon en tant que puissance. Dans ce cas, si la guerre était inévitable, alors la décision rationnelle semblait être d'attaquer en premier. Décision politico-militaire. Pourquoi la guerre est devenue acceptable pour Tokyo? Au printemps 1941, le Japon était déjà pris dans une équation à 3 variables qui s'influençaient mutuellement. Poursuivre la guerre en Chine, sécuriser des ressources au sud et éviter une guerre avec les États-Unis. La structure du problème était telle que, dans la pratique, les 3 objectifs ne pouvaient pas être atteints simultanément. Rester en Chine demandait des ressources et renforçait la perception occidentale du Japon en tant que puissance agressive. Avancer vers le sud pour obtenir des ressources augmentait le risque de conflit avec les intérêts américains et britanniques. Éviter une guerre avec les États-Unis nécessitait presque inévitablement de modérer ou d'inverser au moins l'un des 2 premiers objectifs. Dans ce cadre, le processus décisionnel japonais est devenu un processus de sélection des pertes. Il ne s'agissait pas de choisir entre victoire et défaite, mais entre risques économiques liés à l'embargo, risques politiques internes liés au recul et risques militaires liés à une guerre contre une puissance industrielle supérieure. Ce qui a été décisif, c'est que, pour une partie importante de la direction, le risque militaire a commencé à sembler préférable au risque politique interne et au risque d'asphyxie économique. La raison n'était pas irrationnelle, mais une logique de sécurité nationale, bien qu'elle soit basée sur des hypothèses discutables. Depuis Tokyo, l'embargo de facto et le gel des actifs pouvaient être interprétés comme une tentative des États-Unis de paralyser le Japon sans tirer un coup. Si le Japon acceptait cette pression, il pouvait maintenir la paix, oui, mais à certaines conditions. Abandonner les objectifs continentaux, renoncer à des positions stratégiques et accepter que sa projection régionale soit limitée par des décisions extérieures. Pour un État construit pendant des décennies sur l'idée d'être une grande puissance, cela était perçu comme une dégradation stratégique. Le débat interne japonais n'était pas uniforme. Il y avait des secteurs qui recherchaient une issue diplomatique, conscients qu'une guerre avec les États-Unis était, sur le plan industriel, un pari extrêmement risqué.
L'économie américaine avait une capacité de production massive, un accès aux matières premières et une profondeur stratégique. Le Japon, même avec sa marine et son entraînement, ne pouvait égaler ce potentiel dans un conflit prolongé. Mais la question dominante était une autre. Y aurait-il un conflit long où le Japon pourrait-il forcer un accord rapide par un coup initial décisif? C'est ici qu'apparaît le type de raisonnement qui a rendu la guerre acceptable. L'idée était que les États-Unis, malgré leur puissance industrielle, pourraient manquer de volonté politique pour une guerre prolongée s'ils subissaient un choc important dès le début. Si le Japon parvenait à neutraliser la flotte américaine du Pacifique dès le départ, à capturer rapidement l'Asie du Sud-Est et à fortifier un immense périmètre défensif, alors les États-Unis se trouveraient face à un choix coûteux. Mener une longue guerre à travers l'océan pour reconquérir des positions ou négocier un accord reconnaissant les faits accomplis. C'était le pari central. Pas nécessairement un pari de victoire totale, mais un pari de coercition. Obtenir une paix favorable grâce à un choc initial et une défense ultérieure. Cette logique, cependant, dépendait de prémices très spécifiques. Que le coup initial paralysât réellement la capacité opérationnelle américaine, que les États-Unis se démoralisassent ou se divisent politiquement, que le Japon puisse consolider et maintenir son périmètre, et que le flux de ressources capturées au sud parvienne au Japon malgré la guerre navale. Chacune de ces prémices était incertaine, mais sur la table japonaise, elles avaient un attrait. Elles offraient une voie qui ne nécessitait pas de retirer les troupes de Chine, ni d'accepter des conditions perçues comme humiliantes. Parallèlement, la politique japonaise était traversée par la relation entre gouvernement civil et commandement militaire. La légitimité des forces armées était élevée et leur influence dans la structure de l'État était déterminante. Cela ne signifie pas que les civils étaient sans importance, mais toute politique impliquant un recul devait avoir le soutien militaire. Et ce soutien était difficile à obtenir dans un climat où l'expansion était devenue un marqueur de prestige national. La guerre en Chine se présentait comme une mission historique. La laisser inachevée signifiait admettre un échec. À l'été 1941, alors que l'accès aux ressources devenait de plus en plus incertain, le calcul temporel est devenu déterminant. Les planificateurs japonais évaluaient combien de carburant restait, combien de temps l'entraînement pouvait être maintenu, combien de temps les flottes pouvaient opérer et quelle marge il y avait pour une campagne rapide au sud. Dans ce calcul, attendre n'était pas neutre. Attendre signifiait consommer des réserves sans résoudre l'embargo et donc s'affaiblir. Selon cette logique, s'il fallait se battre, il valait mieux le faire avant que la force ne se détériore. Parallèlement, le Japon continuait d'avancer dans son positionnement stratégique. La présence dans le sud de l'Indochine n'était pas seulement une mesure contre la Chine, c'était aussi une étape de préparation militaire. Cela rapprochait le Japon des routes, des bases aériennes et des points de déploiement vers l'Asie du Sud-Est. Cette préparation, à son tour, rendait l'option militaire plus crédible. Lorsqu'un État mobilise la logistique, adapte les plans opérationnels et positionne des forces, l'option militaire cesse d'être abstraite. Elle devient un plan avec des délais, des ressources et des responsabilités. Et plus on investit dans cette préparation, plus il devient difficile de reculer sans que cela semble une défaite. La guerre acceptable s'est également construite par comparaison avec le scénario alternatif imaginé à Tokyo. Ce scénario était l'asphyxie. Le Japon isolé, sans pétrole suffisant, obligé de réduire sa flotte avec son industrie affaiblie, et sous pression pour négocier depuis une position de plus en plus fragile. Dans cette vision, la paix n'était pas la paix, mais une subordination progressive. Si c'était l'avenir, alors un coup risqué dans le présent pouvait sembler le seul moyen de préserver l'autonomie stratégique. Mais il y avait un second élément. Le Sud n'était pas seulement un objectif, c'était une nécessité. Le Japon ne considérait pas l'Asie du Sud-Est comme une expansion optionnelle, mais comme la région où se trouvaient les ressources pour survivre à long terme. La guerre en Chine avait montré que le Japon pouvait occuper un territoire, mais qu'il ne pouvait pas le transformer en autosuffisance énergétique. Si le Japon voulait une économie de guerre stable, il avait besoin de pétrole. Et le pétrole se trouvait au sud. Cela signifiait que, même si le Japon préférait éviter une guerre avec les États-Unis, la dynamique le poussait vers des actions qui rendaient cette guerre plus probable.
À ce stade, la politique intérieure a commencé à converger avec la planification militaire. La direction japonaise devait décider si elle donnerait la priorité à un accord avec les États-Unis, même au prix de concessions en Chine, ou si elle privilégierait l'expansion vers le sud, même au prix d'une guerre. La convergence est survenue lorsque la direction a adopté une idée. Négocier tout en préparant la guerre, mais accepter que la négociation ne soit viable que si elle produisait des résultats rapides. En d'autres termes, la diplomatie avait une date limite. Ce cadre a conduit à un processus concret. Les négociations avec les États-Unis se poursuivaient, mais avec une horloge interne qui avançait vers l'option militaire. Si aucun accord n'était trouvé, le plan de guerre serait activé. Pas parce que le Japon voulait la guerre comme première option, mais parce que la direction a commencé à considérer que la guerre était inévitable si les États-Unis maintenaient la pression et si le Japon n'acceptait pas de se retirer de Chine. Diplomatie finale avec les États-Unis, propositions, limites et ruptures. À l'été 1941, le Japon et les États-Unis menaient des discussions diplomatiques alors que, parallèlement, les deux gouvernements prenaient des mesures qui réduisaient l'espace réel pour un accord. À Washington, l'interprétation dominante était que le Japon n'était pas en Chine par erreur ni par accident, mais par décision stratégique, et que tout accord utile devait freiner l'expansion et préserver l'équilibre régional du Pacifique. À Tokyo, l'interprétation dominante était que les États-Unis utilisaient leur pouvoir économique pour imposer une limite politique au projet impérial japonais et qu'accepter cette limite signifiait reculer en Chine et renoncer à l'autonomie stratégique. Les discussions n'étaient donc pas un simple échange de propositions et contre-propositions. Il s'agissait d'une négociation avec un conflit de fond, l'incompatibilité entre l'objectif américain de maintenir un ordre régional ouvert et l'objectif japonais de consolider un bloc impérial autosuffisant. Cette incompatibilité s'est accentuée après la décision japonaise d'étendre sa présence en Indochine. L'avancée vers le sud, en 1941, a renforcé la conviction américaine que le Japon se préparait à occuper des zones riches en ressources d'Asie du Sud-Est. Et cette conviction a été clé pour la réponse économique, le gel des avoirs et les restrictions commerciales sévères, notamment sur le carburant. Pour le Japon, la combinaison du gel des avoirs et de la réduction de l'accès au pétrole a transformé la négociation en une course contre la montre. Si la marine et l'aviation dépendaient de réserves limitées, l'État japonais devait résoudre deux questions simultanément. Quelles concessions pouvait-il tolérer pour rétablir le flux de ressources et, s'il n'y avait pas de concessions acceptables, à quel moment devait-il lancer des opérations pour sécuriser par la force les zones pétrolières du Sud avant que l'usure logistique n'affaiblisse sa capacité de combat? Dans ce cadre, la diplomatie japonaise a tenté d'ouvrir une voie permettant d'alléger les sanctions sans sacrifier l'essence de sa position en Chine. Les propositions japonaises tournaient autour de formules de stabilisation ou de compromis. Promesse générale de ne pas étendre davantage au-delà d'un certain point, offre de retirer certaines troupes par étapes, garantie de respecter certaines intégrités territoriales et disposition à dialoguer sur la Chine sans abandonner l'objectif de maintenir une influence politique et militaire sur place. Mais le problème était que les États-Unis ne recherchaient pas un compromis partiel. Ils voulaient un changement de direction vérifiable. Depuis Washington, tout accord devait inclure des conditions touchant le cœur de la guerre en Asie. Réduction ou retrait significatif des forces japonaises de Chine, respect de la souveraineté chinoise et renonciation aux pressions militaires menaçant les colonies et les routes d'Asie du Sud-Est. De plus, les États-Unis devaient considérer le message envoyé aux autres acteurs. Céder au Japon affaiblirait la crédibilité de leur position dans le Pacifique, surtout à un moment où la guerre mondiale était ouverte et où la stabilité de l'ordre colonial et commercial pouvait s'effondrer. La tension a augmenté car les deux parties négociaient non seulement avec l'adversaire mais aussi avec leurs propres limites internes. Aux États-Unis, céder trop pouvait être interprété comme accepter l'expansion japonaise et abandonner la Chine, ce qui était politiquement problématique et stratégiquement risqué. Au Japon, céder trop pouvait provoquer une crise gouvernementale et une fracture avec l'appareil militaire, qui considérait le retrait comme une défaite inacceptable après des années de sacrifices. Cette symétrie de rigidité faisait que, même s'il existait une volonté d'éviter la guerre, l'espace pour des concessions compatibles était limité. Au fil des mois, Tokyo a opéré selon une logique de diplomatie avec délai.
La négociation devait produire des résultats concrets, dans un horizon temporel permettant encore d'exécuter des plans militaires dans des conditions favorables. Ce n'était pas un détail technique, cela signifiait que la diplomatie était subordonnée à la planification opérationnelle. Si l'accord n'était pas conclu avant un certain point, le plan de guerre avancerait par inertie institutionnelle. Mobilisation, entraînement, affectation des unités, calcul des routes maritimes et coordination entre la marine, l'armée et l'aviation ne peuvent pas être improvisés en quelques jours. Une fois ce mécanisme lancé, l'arrêté impliquait des coûts politiques et stratégiques. En pratique, chaque semaine sans accord augmentait la probabilité de guerre car la machine de préparation militaire devenait le plan prédominant. À Washington, il existait également une lecture temporelle bien que différente. La pression économique était conçue comme un outil pour forcer un changement de comportement japonais. Stratégiquement, l'idée était que le Japon, confronté à un étranglement des ressources, finirait par accepter un certain type de recul. Mais cette logique avait un défaut potentiel. Si le Japon interprétait l'étranglement comme une menace existentielle, il pouvait décider que se battre était préférable à céder, même si les chances de gagner une guerre longue étaient faibles. Dans ce scénario, la pression économique ne dissuadait pas, elle accélérerait la décision d'attaquer. La période de septembre à novembre 1941 a concentré le choc final de ces logiques. À Tokyo, le consensus interne s'est aligné sur une position. Continuer à négocier, oui, mais seulement si le résultat permettait de maintenir la position de base en Chine et de rétablir le flux de ressources. Dans le cas contraire, le Japon devait sécuriser par la force l'Asie du Sud-Est. Ce consensus n'a pas éliminé les doutes sur l'affrontement avec les États-Unis, mais les a repositionnés. La question n'était plus s'il y aurait un conflit, mais comment maximiser les chances japonaises dans les premiers mois du choc. Cette transition a été décisive pour Pearl Harbor. Car si le Japon devait occuper l'Asie du Sud-Est, il devait neutraliser la capacité immédiate des États-Unis à l'en empêcher. La flotte américaine du Pacifique, concentrée à Hawaï, était l'élément le plus direct de cette capacité. Tant qu'elle restait intacte et opérationnelle, toute opération japonaise vers le sud risquait d'être interrompue par des actions navales et aériennes américaines. Ainsi, la planification japonaise a commencé à considérer l'attaque de cette flotte non comme un acte de prestige, mais comme une condition opérationnelle pour gagner du temps. L'objectif était d'ouvrir une fenêtre permettant au Japon de capturer des positions, d'assurer des routes initiales et de fortifier un périmètre suffisamment étendu pour rendre une contre-offensive américaine lente, coûteuse et politiquement contestable. Parallèlement, la négociation se poursuivait avec des échanges de plus en plus tendus. Le Japon demandait la levée des restrictions et des garanties que le commerce, notamment le pétrole, serait repris, en échange d'engagements qui n'impliquaient pas l'abandon de l'essence de son contrôle en Chine et de sa liberté d'action régionale. Les États-Unis insistaient sur le fait qu'il n'y aurait aucun soulagement complet sans changement substantiel, retrait de Chine, respect des souverainetés et renonciation à l'expansion par coercition. À ce stade, l'écart n'était pas un malentendu, c'était un choc d'objectifs. La rupture n'est pas survenue parce qu'une des parties a cessé de parler, mais parce que les conditions considérées comme fondamentales par chaque côté sont devenues mutuellement exclusives. En pratique, le Japon n'a pas accepté de se retirer de Chine comme l'exigeait Washington. Et Washington n'a pas accepté de rétablir pleinement le flux de ressources sans ce retrait. Sur le terrain, en même temps, le Japon a continué à déplacer des forces et à préparer des opérations vers le sud. Chaque mouvement confirmait les craintes américaines et, en même temps, augmentait l'investissement japonais dans l'option militaire. En novembre 1941, le processus a atteint un point irréversible. Le Japon a définitivement décidé que, s'il n'obtenait pas d'accord levant l'étranglement économique sans démanteler sa position impériale, il lancerait des opérations militaires pour sécuriser ressources et positions stratégiques. Parallèlement, des unités navales japonaises ont commencé à se concentrer et à se déplacer sous des mesures strictes de secret, tandis que la diplomatie restait formellement active pour préserver la surprise et maintenir ouverte la possibilité d'une sortie négociée jusqu'au dernier moment. Le 26 novembre 1941, la force d'attaque japonaise a mis les voiles vers le Pacifique Nord. Le plan de Pearl Harbor, logique opérationnelle et objectif stratégique. Le départ de la force d'attaque ne fut ni un geste théâtral, ni un acte impulsif.
Il constitua l'aboutissement d'une idée opérationnelle précise. Si le Japon devait entamer une expansion rapide vers l'Asie du Sud-Est, afin de s'emparer de ressources, il devait empêcher les États-Unis de l'arrêter dès le début. Le plan reposait sur une notion concrète du temps. Le Japon ne cherchait pas à détruire les États-Unis en tant que puissance mondiale. Il cherchait à gagner une fenêtre stratégique de plusieurs mois, durant laquelle il pourrait s'emparer de positions clés, prendre le contrôle de sources de pétrole, établir un large périmètre défensif et à partir de là, contraindre Washington à choisir entre une guerre longue et coûteuse ou un accord négocié reconnaissant les faits accomplis. Le problème que Pearl Harbor tentait donc de résoudre était de nature opérationnelle, la présence de la flotte américaine du Pacifique en tant que menace immédiate pour les lignes de communication maritime japonaises. Hawaï n'était pas important uniquement parce qu'il s'agissait d'une île sur une carte. C'était un nœud à partir duquel les États-Unis pouvaient projeter leur puissance vers l'ouest, interférer avec les routes menant aux Philippines, à Guam et, surtout, à l'Asie du Sud-Est. Si le Japon attaquait vers le sud sans neutraliser cette flotte, il risquait qu'un coup naval américain interrompe les débarquements, détruise les transports de troupes ou bloque les routes d'approvisionnement dans les tout premiers moments, lorsque le Japon n'aurait encore rien consolidé. C'est pourquoi le plan fut conçu comme une attaque préventive et concentrée, dont l'objectif principal était de détruire ou d'incapaciter la capacité opérationnelle de la flotte du Pacifique en un seul coup. L'idée n'était pas d'occuper Hawaï, mais de frapper la base principale où se trouvait la puissance navale américaine dans le théâtre du Pacifique. Le choix de Pearl Harbor comme objectif répondait à cette logique. C'était l'endroit où la flotte pouvait être surprise et où une attaque aérienne massive pouvait produire des effets disproportionnés. Cette approche représentait un changement doctrinal significatif. Pendant des décennies, la pensée navale classique avait mis l'accent sur la grande bataille entre flottes, avec les cuirassés et l'artillerie comme protagonistes. Pearl Harbor, en revanche, misait sur la puissance de l'aviation embarquée pour produire l'effet d'une bataille décisive sans que la flotte attaquante n'ait à s'exposer à un combat naval direct. En termes de planification, il s'agissait d'un pari technologique et tactique. Il dépendait des porte-avions, d'une coordination aérienne précise, du renseignement, du secret et de l'entraînement. Le Japon n'improvisait pas. Il appliquait une doctrine de choc initial, fondée sur des capacités que sa marine avait développées et éprouvées lors d'exercices. L'opération répondait également à un calcul stratégique plus large. Le Japon devait agir simultanément sur plusieurs points. Pearl Harbor ne pouvait pas être une attaque isolée. Elle devait s'intégrer à des offensives en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. Dans le cas contraire, le coup aurait été un acte destructeur sans bénéfice opérationnel. C'est pourquoi le plan général prévoyait un ensemble de mouvements coordonnés, neutraliser ou affaiblir les États-Unis dans le Pacifique central et, en même temps, attaquer et occuper des territoires stratégiques garantissant des ressources et des positions défensives. Dans cette architecture, Pearl Harbor était le coup destiné à empêcher une interférence américaine immédiate pendant que le Japon exécutait son expansion vers le sud. Le secret était essentiel. Une attaque de ce type dépendait de la surprise d'un adversaire qui, s'il avait été pleinement en alerte, aurait pu disperser ses unités ou préparer des défenses réduisant les dommages. C'est pourquoi la force d'attaque navigua par le Pacifique Nord, une route moins fréquentée, et appliqua des mesures strictes de silence radio et de dissimulation. La logique consistait à minimiser toute possibilité de détection anticipée. Le Japon avait besoin que le premier coup soit massif et surprenant afin de maximiser l'impact psychologique et matériel. L'attaque fut conçue avec des objectifs prioritaires clairement définis. Sur le plan naval, l'accent était mis sur les grands bâtiments de combat, en particulier les cuirassés, car dans la mentalité navale de l'époque, ces navires représentaient le cœur de la force. L'intention était, idéalement, d'en couler ou d'en neutraliser le plus grand nombre possible, réduisant ainsi la capacité des États-Unis à organiser une riposte immédiate et agressive. En outre, les Japonais cherchaient à détruire les avions au sol afin d'empêcher une réaction aérienne à court terme. Frapper les hangars, les pistes et les concentrations d'aéronefs faisaient partie du même calcul. Si l'adversaire ne dispose pas d'avions opérationnels, sa capacité de reconnaissance et de contre-attaque immédiate est réduite. Mais le plan comportait également des limites pratiques. Une attaque aérienne, même réussie,
ne garantit pas la destruction totale de la puissance ennemie. Elle pouvait couler des navires, mais pas nécessairement détruire l'infrastructure logistique dans son ensemble. Elle pouvait détruire des avions stationnés, mais les États-Unis pouvaient les remplacer rapidement s'ils mobilisaient leur industrie. Et surtout, elle pouvait ne pas trouver au port les objectifs les plus précieux. Néanmoins, le Japon pariait que les dommages immédiats suffiraient à retarder la réaction américaine, ce qui constituait l'objectif principal. La planification japonaise intégrait également le facteur psychologique. Un coup inattendu porté contre une base importante pouvait provoquer la stupeur, la désorganisation et une crise de confiance dans la capacité américaine à défendre le Pacifique. Depuis Tokyo, on croyait qu'un coup dévastateur pourrait nourrir, aux États-Unis, des forces politiques favorables à la négociation, ou du moins à la concentration sur l'Europe plutôt que sur le Pacifique. Cette croyance fut intégrée au calcul général. Si les États-Unis devaient choisir des priorités globales, peut-être que le Pacifique passerait au second plan suffisamment longtemps pour que le Japon consolide son périmètre. Toutefois, même dans cette logique, Pearl Harbor représentait un risque énorme. Non seulement à cause de l'opération elle-même, mais aussi parce qu'elle impliquait d'attaquer une puissance avec laquelle le Japon n'était pas encore formellement en guerre. Cela avait des implications diplomatiques et politiques. Le plan exigeait que le Japon présente une forme de communication marquant la rupture avant l'attaque, au moins pour maintenir une apparence de formalité internationale. Mais l'essence opérationnelle reposait sur la surprise, et la surprise, par définition, entrait en conflit avec tout avertissement réel. Cette tension révèle le caractère du plan. Il était conçu pour obtenir un avantage militaire immédiat, même si cela entraînait une escalade totale. En outre, l'opération était liée à la nécessité de protéger les futures lignes d'approvisionnement. S'emparer du pétrole en Asie du Sud-Est était une chose. L'acheminer jusqu'au Japon, soutenir les convois et protéger les routes en était une autre. Le Japon savait que la guerre navale serait décisive. En affaiblissant la flotte américaine dès le début, il espérait réduire la pression sur ses routes, au moins pendant un certain temps. Ce laps de temps, dans l'esprit japonais, constituait l'occasion en or. Fortifier les îles, construire des aérodromes, déployer des garnisons et transformer l'océan en un champ défensif où les États-Unis devraient combattre île par île. La force d'attaque japonaise n'était donc pas seulement un groupe de navires, c'était un pari stratégique condensé, frapper en premier, gagner du temps, s'emparer de ressources et fortifier un périmètre, puis négocier à partir d'une position renforcée. Tout dépendait de la réaction des États-Unis d'une manière précise, avec calcul, avec prudence, avec des coups politiques, et avec une volonté limitée de payer le prix d'une guerre longue. Le 7 décembre 1941, au matin, le Japon exécuta l'attaque. Pourquoi l'attaque eut lieu malgré tout? Calcul, erreur et conséquences immédiates. Lorsque le Japon attaqua Pearl Harbor, il le fit parce que sa direction conclut que le temps jouait contre lui. L'étranglement économique, en particulier en ce qui concernait le pétrole, signifiait que le Japon ne pouvait pas soutenir une stratégie d'attente prolongée. Si le commerce n'était pas rétabli dans des conditions acceptables, la capacité militaire se dégraderait progressivement. Et si le Japon reculait en Chine ou renonçait à son expansion vers le sud afin de rétablir le commerce, le coût politique interne et stratégique était perçu comme inacceptable. Dans cette équation, la guerre devint l'instrument permettant de briser le blocus et d'assurer les ressources par la force. L'attaque fut donc exécutée comme une décision visant à résoudre 3 problèmes à la fois. Premièrement, neutraliser temporairement la flotte américaine du Pacifique afin de permettre l'expansion vers l'Asie du Sud-Est sans interférence immédiate. Deuxièmement, produire un choc psychologique qui, dans le calcul japonais, pouvait affaiblir la volonté des États-Unis de mener une guerre prolongée dans le Pacifique. Troisièmement, gagner une marge de manœuvre transformant en faits accomplis la conquête de zones riches en ressources et la construction d'un périmètre défensif. Le point crucial est que le Japon n'attaqua pas Pearl Harbor parce qu'il croyait pouvoir vaincre les États-Unis dans une guerre industrielle de longue durée. Il attaqua parce qu'il pensait pouvoir éviter ce type de guerre, en forçant une issue plus courte ou une négociation favorable. Au cœur de cette croyance se trouvait une hypothèse politique, que les États-Unis, société démocratique aux intérêts globaux multiples,
aurait des limites à soutenir une guerre longue si le coût initial était élevé et si le théâtre du Pacifique apparaissait trop lointain ou trop coûteux par rapport à l'Europe. Cette hypothèse constitua la première erreur stratégique fondamentale. Pearl Harbor n'affaiblit pas la volonté américaine, il la renforça et l'unifia. Au lieu de diviser, l'attaque fournit un point clair de cohésion politique et sociale. Un ennemi identifiable et une offense perçue comme directe. En attaquant sans déclaration formelle préalable effective et avec un fort élément de surprise, le Japon facilita l'interprétation du conflit comme une agression directe, et non comme une guerre pour des intérêts lointains. Cet effet psychologique fut exactement l'inverse de ce que Tokyo recherchait. La deuxième erreur fondamentale fut d'ordre technico-opérationnel au niveau stratégique. L'attaque endommagea gravement une partie de la flotte, mais ne détruisit pas les éléments qui allèrent se révéler décisifs dans la guerre du Pacifique. À court terme, le Japon réussit à couler ou à endommager des navires importants et à détruire des aéronefs au sol. Toutefois, le coup n'élimina pas de manière permanente la capacité américaine d'opérer. Les infrastructures cruciales de ravitaillement, de réparation et de stockage du carburant ne furent pas entièrement détruites, et la force qui deviendrait centrale dans la guerre, les porte-avions, ne se trouvait pas au port au moment de l'attaque. Cela limita l'effet stratégique à un retard et non à une neutralisation définitive. En troisième lieu, l'attaque, bien qu'efficace dans son impact initial, ne résolut pas le problème structurel. Le Japon allait devoir soutenir une guerre navale prolongée pour protéger les routes des ressources qu'il cherchait à conquérir. Neutraliser la flotte pendant quelques mois ne garantissait pas que le Japon puisse transporter indéfiniment du pétrole et des matières premières face à un adversaire disposant d'une capacité de production de masse et d'une industrie capable de remplacer rapidement les pertes. L'attaque pouvait ouvrir une fenêtre, mais cette fenêtre devait être utilisée pour consolider une position irréversiblement forte. Cela exigeait de la logistique, des fortifications, le contrôle de la mer et, surtout, un calcul correct de la réaction américaine. Dans la décision du « pourquoi attaquer malgré tout », la manière dont le Japon interpréta ses propres options joua également un rôle. Du point de vue de Tokyo, l'alternative à la guerre n'était pas une paix stable, mais un retrait stratégique sous pression, accompagné d'une perte de prestige et d'une dépendance persistante envers des puissances susceptibles d'étrangler à nouveau le commerce à l'avenir. Autrement dit, le Japon craignait que l'acceptation des conditions américaines ne résolve pas le problème, mais ne fasse que le reporter depuis une position plus faible. Si telle était l'interprétation, alors le moment d'agir devait précéder l'épuisement des réserves et l'achèvement de la préparation américaine. Cela explique pourquoi, malgré les doutes internes, la décision finale fut prise. La guerre fut perçue comme un pari à haut risque, mais doté d'une logique interne. Frapper en premier, s'étendre rapidement, fortifier un périmètre, puis contraindre à la négociation. Dans cette logique, Pearl Harbor était le coup qui rendait tout le reste possible. Sans Pearl Harbor, l'expansion vers le sud paraissait trop exposée. Avec Pearl Harbor, on croyait que l'expansion pourrait se dérouler avec une moindre interférence immédiate. Les conséquences immédiates montrèrent le succès partiel du plan à court terme, mais révélèrent aussi ses limites. Le Japon put lancer des offensives rapides dans le Pacifique occidental et en Asie du Sud-Est, attaquant simultanément de multiples objectifs. En l'espace de quelques semaines, il progressa vers des positions stratégiques clés, exploitant la confusion initiale et la dispersion des forces alliées dans la région. Cela renforça à Tokyo la perception que le pari avait fonctionné. Le périmètre impérial s'étendait et l'accès aux ressources semblait plus proche. Toutefois, ce succès précoce masquait une réalité. Les États-Unis entraient dans une économie de guerre totale. Et c'est là que se trouvait le coup le plus dur pour le calcul japonais. Dans une guerre où le facteur décisif était la production et la logistique, les États-Unis disposaient d'une profondeur industrielle et d'un accès aux ressources internes à une échelle que le Japon ne pouvait égaler. L'attaque transforma un différend stratégique en une mobilisation nationale américaine. Cette mobilisation ne concernait pas seulement les navires et les avions. Elle impliquait du temps, des remplacements, un entraînement de masse et une expansion industrielle soutenue. Plus la guerre se prolongeait, plus la balance penchait. En outre, l'attaque contre Pearl Harbor eut une conséquence stratégique mondiale immédiate. Elle facilita la convergence des fronts dans la guerre mondiale. Le Japon était déjà aligné avec des puissances révisionnistes
mais Pearl Harbor accéléra la coordination des efforts et la définition claire des blocs. Sur le plan politique, l'attaque élimina les ambiguïtés. Les États-Unis n'étaient plus dans une posture de pression sans guerre, ils étaient en guerre ouverte. Cela élargit l'ampleur du conflit et ferma les possibilités d'accords partiels. Le calcul japonais sous-estima également un facteur décisif. La géographie du Pacifique ne protégeait pas seulement le Japon, elle protégeait aussi les États-Unis. L'océan était immense, certes, mais les États-Unis avaient la capacité de construire et de soutenir une guerre transocéanique de longue durée. Le Japon, en revanche, devait maintenir un vaste périmètre avec des ressources limitées, soutenir des garnisons isolées, protéger des convois de longue distance et maintenir une supériorité locale en de multiples points simultanément. Chaque île fortifiée constituait une obligation permanente. Chaque route maritime était une artère vulnérable. À court terme, le Japon pouvait s'étendre rapidement. À long terme, cette expansion se transformait en un réseau difficile à soutenir. Ce décalage entre l'objectif temporel japonais et la capacité temporelle américaine fut le cœur de la défaite future, même si, en décembre 1941, la carte semblait favorable à Tokyo. Le 8 décembre 1941, le Congrès des États-Unis déclara la guerre au Japon.